Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous bien confortablement, idéalement à l'ombre ou près d'un courant d'air, car nous allons plonger au cœur d'une réalité brûlante, étouffante, qui ne se contente plus de faire grimper le mercure, mais qui fracture notre société en profondeur. Notre thème du jour s'impose de lui-même face à l'actualité dramatique de cette mi-juillet 2026. Canicule extrême, la lutte des classes thermiques et la faillite des services publics. Alors que nous traversons une deuxième vague de chaleur estivale d'une intensité sans précédent, le thermomètre affichant parfois plus de 40 degrés à l'ombre, la France vient de franchir un cap historique. Pour la première fois de son histoire, le gouvernement a déclenché le plan Orsec chaleur extrême. Une décision inédite, annoncée vendredi 10 juillet par la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, qui propulse la canicule au même rang que les grandes catastrophes naturelles, les inondations ou les accidents industriels majeurs. De l'Île-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, 37 départements ont basculé en vigilance rouge aujourd'hui, dimanche 12 juillet. Les préfectures multiplient les communiqués, les maires tirent la sonnette d'alarme, fermeture d'espaces publics, interdiction de rassemblements sportifs, distribution de ventilateurs à la hâte. Mais derrière cette agitation administrative de dernière minute et ces dispositifs exceptionnels, quelle est la réalité politique, sociale et humaine ? Ce que nous vivons en cet été 2026, ce n'est pas seulement un dérèglement du climat. C'est la révélation brutale d'une profonde inégalité sociale face à la souffrance physique. C'est ce qu'il faut désormais appeler la lutte des classes thermiques. Et face à cela, le constat est amer. Nous payons le prix fort de la faillite programmée de nos services publics, asphyxiés par des années de coupes budgétaires et d'impréparation. Pour comprendre cette notion de classe thermique, il suffit de regarder autour de soi en période de vigilance rouge. La chaleur n'est pas démocratique. Elle ne frappe pas tout le monde de la même manière. D'un côté, une minorité aisée qui peut se réfugier dans des bureaux climatisés, télétravailler depuis des résidences secondaires ombragées ou vivre dans des appartements haussmanniens bien isolés ou équipés de systèmes de refroidissement performants. De l'autre côté, la majorité invisible. Les ouvriers du bâtiment qui continuent de couler du béton en plein soleil parce que les patrons refusent de retarder les chantiers. Les livreurs à vélo qui enchaînent les kilomètres sur le bitume brûlant. Les conducteurs de bus de la RATP à qui l'on offre de simples glaces en guise d'aménagement de travail alors que l'air est irrespirable. La lutte des classes thermiques, c'est aussi celle du logement. Des milliers de familles s'entassent dans des passoires thermiques, des appartements sous les toits sans voler, ni isolation, de véritables bouilloires urbaines où la température nocturne ne redescend pas sous les 35 degrés. Dans ces quartiers populaires, le système D comme peindre ses fenêtres au blanc de Meudon ne suffit plus. On commence à entendre des slogans radicaux comme « pas de volet, pas de loyer », prémisse d'une possible grève des loyers climatiques. Car vivre dans un logement qui met notre vie en danger à cause de la chaleur est devenu une question de dignité et de survie. Les statistiques sont d'ailleurs terrifiantes. Santé publique France estime que 2025 décès supplémentaires ont été enregistrés entre le 22 et le 28 juin par rapport à la semaine précédente. En 2003, on mourait principalement dans les EHPAD. En 2026, on meurt seul, chez soi, dans l'indifférence des logements surchauffés des grandes barres d'immeubles. Et c'est précisément face à cette hécatombe et sous la pression de la deuxième vague de chaleur que l'État a dû réagir en inventant, en à peine 8 jours, ce fameux plan Orsec chaleur extrême.
Mais qu'est-ce que ce dispositif change concrètement? Jusqu'à présent, la gestion de la canicule relevait d'un volet sanitaire classique, une simple déclinaison du plan national canicule hérité de 2003. Désormais, le pilotage est confié directement au préfet. Le plan donne les pleins pouvoirs à l'État pour réquisitionner des lieux frais, coordonner les moyens publics et privés et forcer l'identification des personnes isolées, notamment via les centres communaux d'action sociale, les fameux CCAS. Le gouvernement tente de colmater les brèches avec la livraison en urgence de 6 000 climatiseurs et 7 000 ventilateurs pour les hôpitaux sur un objectif de 30 000. Mais ce déploiement logistique ne fait que masquer la faillite structurelle des services publics. Comment en est-on arrivé à devoir distribuer des ventilateurs à des établissements hospitaliers qui, pour 60% d'entre eux, sont des passoires thermiques? C'est le résultat direct du manque d'anticipation. Le Haut Conseil pour le climat le rappelle inlassablement. La France n'est pas prête car l'adaptation est insuffisante. Prenez l'hôpital public, en première ligne face au plan Orsan de niveau 3 en vigueur depuis le 25 juin dernier. Le gouvernement annonce fièrement un doublement du budget de rénovation énergétique du parc hospitalier pour le porter à 600 millions d'euros. C'est louable, mais cela arrive bien trop tard. Les soignants, déjà épuisés par le manque de personnel et de lits, doivent aujourd'hui perfuser des patients âgés dans des couloirs surchauffés, avec des infrastructures hospitalières vétustes qui n'ont pas été isolées à temps. Cette faillite se prolonge dans nos écoles et nos services de transport. Durant tout le mois de juin, les enfants ont suffoqué dans des classes transformées en serres, sans climatisation ni isolation adéquate, poussant parfois les enseignants à exercer leur droit de retrait. Le Code du travail lui-même brille par son impuissance. Il ne prévoit aucune température maximale légale au-delà de laquelle le travail serait interdit ou des pauses payées obligatoires. Le décret chaleur entré en vigueur ce 1er juillet se contente de maigres dispositions, comme la mise à disposition d'eau fraîche aux travailleurs, laissant l'essentiel de la responsabilité sur les épaules des syndicats, qui doivent négocier au cas par cas, entreprise par entreprise, pour obtenir une réduction du temps de travail sans perte de salaire en période de canicule. Et pendant ce temps, la course au profit continue de primer sur la santé des travailleurs. Alors, quelles sont les réponses concrètes pour sortir de cette impasse et cesser de subir la météo comme une fatalité injuste? Il faut urgemment passer d'une logique de gestion de crise à une logique de transformation structurelle. La première réponse est politique et réglementaire. Il est impératif d'inscrire dans le Code du travail un droit au retrait thermique automatique et un seuil de température contraignant, par exemple 33 degrés pour les métiers physiques et extérieurs, au-delà duquel le travail est légalement suspendu avec maintien de salaire, financé par une caisse d'intempéries largement abondée par les entreprises les plus polluantes. La deuxième réponse concerne le logement social et le service public de l'habitat. L'État ne peut plus se contenter d'aides à la rénovation thermique individuelle et compliquée comme MaPrimeRénov'. Il faut lancer un grand plan d'isolation estivale obligatoire des logements sociaux et des copropriétés dégradées, en finançant l'installation de volets roulants, de toits végétalisés et de pompes à chaleur réversibles collectives, sous peine de sanctions financières pour les multipropriétaires bailleurs. Enfin, la troisième réponse réside dans la refonte des services publics consacrés à la protection environnementale et à la santé. Le plan Orsec ne doit pas être un outil temporaire activé dans la panique, mais une structure permanente dotée de moyens humains massifs. Cela signifie recruter des milliers d'agents publics au sein des collectivités et des CCAS pour assurer un suivi quotidien et domiciliaire des personnes vulnérables tout au long de l'été, et sanctuariser l'hôpital public en rénovant l'intégralité des bâtiments sanitaires au plus vite, par exemple d'ici 2030. Évoquer la transition écologique
sans aborder la lutte des classes qu'elle implique, c'est se condamner à l'impuissance. Si nous voulons que les étés de demain ne soient pas synonymes de tri social et de mortalité de masse pour les plus pauvres, il est temps d'imposer une planification écologique radicale, où la vie des travailleuses, des travailleurs et des plus fragiles passe enfin avant les exigences du marché. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, restez au frais. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.